Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parle de 2 jours avec Windows PowerShell. Aujourd'hui, c'est le jour numéro 1 sur 10. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore suivi la première vidéo, vous devez commencer par la première vidéo avant de pouvoir débarquer sur ce vidéo du jour 1. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, donc je vous laisse l'écran présenter, faire une brève description de moi. Donc, je m'appelle Héritier Candolo. Ensuite, comme dit, le premier jour devait débuter avec Windows PowerShell. Dans ce cours, comme pour le premier jour, Windows PowerShell, c'est une solution d'automatisation composée de lignes de commande. C'est un langage de script et c'est un framework de gestion de configuration. Donc, le commande inclut les appels de commande, les fonctions, les filtres, le flux de travail. Windows PowerShell a été construit sur le framework .NET et ne fonctionne que sur les systèmes d'exploitation Windows. Donc, lors de la conception de Windows PowerShell, celui-ci était basé uniquement pour les systèmes d'exploitation Windows. Il utilise actuellement plutôt le .NET Core qui peut fonctionner sur les autres plateformes telles que le plateforme Windows et le plateforme macOS et Linux. Une petite historique de Windows PowerShell. Donc aujourd'hui, nous sommes sur la version Windows PowerShell 7.2 qui a été publiée en novembre 2021, qui est construit sur base de .NET 6.0. Donc comme tout début, le début a commencé par la version 1.0 qui a été release en novembre 2016, installable sur Windows XP Service Pack 2, Windows Server 2003 Service Pack 1, Windows Vista et d'autres composants facultatifs de Windows Server 2018. Donc, nous avons eu une évolution de versionning de Windows PowerShell, donc, en commençant par la version 1, qui a été release en 2016, en novembre 2016. Aujourd'hui, nous sommes à la version 7.0, en passant par la version 7.1, 7, 6, 6.1, 5, plutôt que je dis 6, 5.1, 5, 4, 3 et 2.0. Chaque version a apporté une nouveauté. Chaque version a apporté une nouveauté. La version 6, c'est qu'on peut retenir comme nouveauté majeure. C'est qu'il y a la version 6, c'est à partir de la version 6 qui a été release en septembre 2018, qui était construit sur le .NET Core 2.0, qui était la première version installable sur toutes les plateformes. Donc la plateforme Windows, la plateforme Linux et la plateforme macOS. Si vous regardez très bien le slide, vous avez une variable d'environnement qu'on appelle PS Version Table. Avec cette variable, vous pouvez lister la version de votre PowerShell installée. Donc, pour l'illustrer, je vais devoir lancer ma console PowerShell. Donc, menu démarrer, PowerShell. Bon, je vais utiliser la console par défaut de PowerShell. Donc, moi, je suis sur Windows Server de Windows 2011 et j'ai déjà installé. Donc, cette version de Windows 11 vient en pré-configuré avec le terminal qui constitue toutes les consoles, qui consolide toutes les consoles, y compris la console PowerShell. Donc, je taperai la variable appelée PS Version Table, je valide. Comme vous pouvez le voir sur la sortie d'écran, donc nous avons la partie PS Version, donc c'est la version de Windows PowerShell. L'édition, c'est l'édition desktop. Et puis, les versions qui sont compatibles avec la version installée sur mon ordinateur, c'est la version 1.0, 2, 3, jusqu'à atteindre la version. Donc, ce qui signifie cette version elle est compatible, elle applique la règle de la compatibilité ascendante. Elle est constituée de ce builder et nous pouvons avoir la version de PS Remoting Protocol Version, donc la version qui vous permet de prendre la configuration à distance de Windows PowerShell. Je réduis la fenêtre console de PowerShell.
En dehors de cette partie de versionning, donc, nous pouvons retenir que l'application Windows PowerShell, c'est une console Windows PowerShell qui comprend une interface de ligne de commande, des bases, comme la console que je viens de vous montrer, où je viens de faire le test avec la variable PS version table. Elle prend en charge le maximal de fonctionnalités PowerShell. Donc, il y a plusieurs commandes qui sont incluses dans cette console PowerShell. Elle a la capacité d'édition minimale. Donc, qu'est-ce qu'on dit la capacité d'édition minimale? À la différence de cette console PowerShell, la console, donc si nous pouvons comparer la console PowerShell et la console, l'éditeur, l'environnement d'édition de script PowerShell, qui est la Windows PowerShell ISE. Windows PowerShell, c'est une interface de programmation de script, donc c'est un éditeur de script et des combinaisons. Il est en combinaison avec la console et la capacité d'édition riche. Donc, la capacité d'édition riche, c'est comme un IDE où on peut écrire et on peut avoir des autocompletion. Lorsqu'on écrit le script, on peut avoir des LED et on peut avoir plusieurs options telles que le débogage de script, qui sont des fonctionnalités qu'on ne peut pas retrouver sur une console classique de Windows PowerShell. PowerShell Core n'est pas pris en charge par Windows PowerShell ISE. Donc, ce qui signifie que vous ne pouvez pas coder en utilisant PowerShell Core dans l'éditeur, l'environnement de développement de PowerShell, qui est l'environnement de Windows PowerShell ISE. Il utilise généralement, si vous voulez utiliser du PowerShell Core, vous devrez installer l'éditeur Virtual Studio Codes et puis vous devez rajouter l'extension PowerShell pour la prise en charge de Windows PowerShell Core. Donc, pour bien comprendre, dans le langage de scripting, donc avec Windows PowerShell, nous avons ce qu'on appelle les stratégies d'exécution et l'historique. Ici, on vous dira que chaque script, je dirais, que ce soit pour Windows Client et que ce soit pour Windows Server, vous êtes limité en stratégie d'exécution. C'est quoi une stratégie d'exécution? C'est sous forme de barème ou une protection d'exécution des scripts sur votre machine. Donc, nous allons retenir que la valeur par défaut pour les clients Windows, c'est la valeur restreinte. Et la valeur par défaut pour les serveurs, c'est remote sign. Donc, qu'est-ce que ça signifie en gros? C'est une façon on essaie un peu de limiter l'exécution des scripts sur vos machines pour dire, en ayant la valeur par défaut restreinte, ça signifie seuls les scripts qui sont édités, qui sont créés, développés sur mon ordinateur peuvent être exécutés sur mon ordinateur. En dehors, à la différence avec la valeur par défaut qui est de remote sign qu'on retrouve sur Windows Server, c'est que nous pouvons exécuter le script en remote, seulement le script qui sont signés, avec un certificat. Maintenant, comment faire pour vérifier la stratégie d'exécution sur votre Windows PowerShell? Il suffit de taper la commande Get Execution Policy. Comme vous pouvez le voir, on peut aller sur Test, on peut aller en Test. Donc, vous ouvrez votre console PowerShell, vous tapez la commande Get Execution Policy. Une fois vous validez, vous avez le résultat. Par défaut, chez moi, je ne l'ai pas changé, je l'ai gardé en Restraint. Pourquoi je l'ai gardé en Restraint? C'est pour ma sécurité. Donc, même si je me retrouve dans un réseau, que mon ordinateur ne soit pas en mesure de pouvoir se faire exécuter des scripts PowerShell qui n'ont pas été écrits par moi. En dehors de cette partie des stratégies d'exécution, donc il n'existe pas seulement ces stratégies d'exécution, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Je vous mettrai en description le lien qui liste la plupart de stratégies d'exécution avec une brève description de ce que ça fait, c'est quoi la limitation, c'est quoi chaque valeur, à quoi sert chaque valeur. Windows PowerShell stocke
son propre historique séparé des commandes qui a été exécuté. Vous pouvez consulter cet historique en tapant la commande get history. Donc, comme on peut le voir en test, get history, on liste toutes les commandes PowerShell. Donc, que ce soit une variable qu'on a exécutée, que ce soit une commande PowerShell comme la commande get execution policy, nous pouvons le voir sur base de leur ID. Donc, le ID, c'est l'ordre d'exécution. Donc, le ID 1, ça signifie que c'est la première commande variable que j'ai eu à exécuter, dans cette console, dans cette session de console. Donc, si je ferme la console et que je relance, je tape get history, je n'ai plus l'historique des commandes exécutées dans cette session, dans la nouvelle session. Donc, en dehors de cette partie des stratégies d'exécution et l'historique, nous allons faire une brève description de l'éditeur ISE. Déjà, comment faire pour lancer l'éditeur ISE? Il vous suffit d'aller sur votre menu démarrer, taper PowerShell ISE, ou vous ouvrez la console, que ce soit CMD, que ce soit PowerShell, vous tapez la commande PowerShell ISE, PowerShell espace ISE. Donc, vous pouvez faire un test, PowerShell espace ISE. Je valide. Automatiquement, j'ai l'éditeur de script PowerShell qui va se lancer. Par défaut, toutes les machines, heureusement, j'avais un script qui était en exécution là. Donc, je vais devoir le supprimer. OK. Bon, je vais lancer une page de script par défaut qui est là. Donc, j'ai juste le réduire là. Par défaut, toutes les machines Windows ont cet éditeur qui vient préinstallé sur leur système d'exploitation. Donc, comme vous pouvez le voir, on a la partie où vous êtes censé écrire le script. Donc, la partie où j'ai le clignoteur en fait de la souris. Et on a la partie console. Donc, vous pouvez soit exécuter vos commandes ici, dans History. Vous pouvez taper directement la commande dans la partie console ou vous pouvez l'écrire dans la partie script et exécuter. En dehors de cette partie-là, nous avons le menu démarrer. Donc, on a le menu fichier qui contient tout ce que vous connaissez par défaut qui se trouve dans la partie menu fichier. Donc, on peut créer un nouveau script, on peut ouvrir un script qui existe, on peut enregistrer sous, on peut exécuter la session, on peut la fermer, on peut ouvrir une nouvelle onglet PowerShell, ainsi de suite. On peut ouvrir une nouvelle onglet PowerShell à distance. Donc, si on veut prendre la main à distance d'une machine et taper les commandes PowerShell, on peut, dans la partie menu modifier, on peut faire des recherches sur le script, on peut, ainsi de suite en fait. En dehors de ça, dans cette partie, nous pouvons changer l'apparence. Donc, c'est quoi changer l'apparence? Donc, si vous ne préférez pas le choix des couleurs par défaut que vous propose Windows, vous pouvez le personnaliser sur votre convenance. Vous avez la partie de zoom, donc vous pouvez zoomer, dézoomer comme vous voulez. Vous avez les ascenseurs pour la partie script, vous avez les ascenseurs pour la partie console. Vous pouvez changer l'apparence, donc l'apparence comme je vous ai dit, dans la partie outils, options, j'ai tout ce que je peux utiliser pour pouvoir personnaliser mon éditeur PowerShell. Donc, je peux changer la couleur de l'arrière-plan, je le choisis comme je veux, premier plan, arrière-plan, dans le volet de la console, premier plan, arrière-plan du texte. Là, vous avez un petit preview de ce que vous voulez changer, la police, la taille, ainsi de suite. Vous pouvez me choisir des thèmes, comme vous voulez, vous pouvez les importer, exporter, sur base de ce que vous voulez. Vous verrez, c'est-à-dire en remettant la valeur par défaut. Vous pouvez les appliquer, vous pouvez les garder comme étant comme vous voulez. Donc, chacun choisit de personnaliser son environnement selon sa convenance. Et celui-ci peut vous aider à pouvoir vous familiariser de cette partie. En dehors de ces deux volets, donc volet script et volet commande, nous pouvons changer l'affichage. Soit on les garde d'une manière horizontale, soit on les garde d'une manière verticale. Ou encore, on peut choisir uniquement de garder uniquement la partie volet script. Ça vous permet d'avoir le grand angle sur l'ensemble de votre script en réduisant la partie console.
Tout dépend de vous, tout dépend du script que vous tapez, tout dépend de comment votre yeux ou vous vous adaptez dans l'environnement. Donc, en gros, c'est ça l'éditeur PowerShell ISE. Donc, on rentre de ce côté. Nous partons dans la partie structure de l'appel de commande. Une commande PowerShell est constituée de verbes et de noms. Donc, je l'ai écrit en anglais. Donc, verbe séparé d'un nom pour dire, dans la partie verbe, nous avons les verbes. Les verbes, ce sont des appels de commande et le verbe de l'appel de commande est l'action effectuée par l'appel de commande. Donc, ça signifie, si vous devez taper une commande qui vous permettra de pouvoir lister tous les services, par exemple, la commande devra commencer par la partie verbe, ça sera du get pour dire laisse-moi voir, donc je veux voir. La partie non, ça sera service. Et la partie non de l'appel de commande est la ressource affectée par l'appel commande. Par exemple, on a la partie service, on a le mot service. Donc, comme on peut le tester, donc, il vous suffit de taper get service. On vous liste tous les services qui sont disponibles sur mon ordinateur. Donc, mon ordinateur, ma session, en gros. Et ces services à 3 tableaux, à la partie statut, à la partie nom. Donc, statut pour dire le service, par exemple, AJ router, il est en statut stopped, donc stoppé. Le display name, c'est juste un nom qui fait une petite description de ce que fait le service. Donc, si on retient très bien, toutes les commandes PowerShell ont 2 parties. La partie get, plutôt la partie verbe et la partie non. Donc, on peut avoir le verbe tel que get pour dire je veux voir. La partie set pour dire je vais modifier, je vais configurer, je vais modifier. La partie new pour dire je vais créer un nouveau item. La partie add, je vais rajouter dans ce qui existe dans la configuration. Et la partie remove pour dire je vais supprimer, je vais enlever comme vous le voulez. Donc, c'est plus simple pour vous de pouvoir garder cette structure dans la tête. Cela va vous permettre de pouvoir vous retrouver sur le bon fonctionnement de la commande, comprendre ce que fait la commande et vous allez comprendre un script qui a été édité. La partie non, ça va varier sur base de ce que vous voulez faire. Ça peut être get service. Ça peut être get service. Ça peut être get process pour lister tous les processus qui sont en cours d'exécution sur votre session. Comme exemple, je vais faire get process. Je liste tous les processus qui sont en cours d'utilisation sur ma session. Donc, dans ma session plutôt. Donc, je peux voir sur base de le trade et tout ce qui va avec, le processus par an, le ID, le pourcentage que ça me consomme en termes de CPU, ainsi de suite, et le nom du processus qui se retrouve dans la dernière colonne. Donc, en gros, c'est comme ceci qu'est structuré l'appel de commande PowerShell. En dehors de cet appel de commande PowerShell, on a la partie paramètres. La partie paramètres vient se rajouter dans la structure de la commande. Donc, ça signifie verbe-nom, espace tiré, le paramètre. C'est quoi le paramètre? Le paramètre modifie l'action d'une appel de commande. Les noms sont entrés en commençant par un tiré. Donc, un tiré pour dire, tiré, c'est le paramètre que je dois mettre. Le paramètre peut être facultatif, donc il y a des paramètres qui sont facultatifs. Ça ne vous empêche pas de pouvoir exécuter l'appel de commande. Et il y a des paramètres qui sont obligatoires où vous ne pouvez que spécifier ce paramètre pour que la commande soit complète, pour que la commande soit exécutée. Certaines acceptent plusieurs valeurs séparées par des virgules. Ça signifie, voilà, je donne un exemple. Je vais devoir, c'est quoi l'exemple que je peux donner? Je veux, par exemple, c'est quoi l'exemple que je peux donner? Je veux exécuter en bloc un script sur plusieurs machines. J'écris une variable, j'affecte le nom de toutes les machines dans cette variable en séparant par 2 points-virgule. J'ai la parcours avec une boucle pour parcourir, ou encore je tape la commande qui doit effectuer l'action qui peut accepter
les valeurs de paramètres, qui peut accepter plutôt plusieurs valeurs de paramètres séparées par des virgules. Et ensuite, les noms de paramètres sont facultatifs pour le paramètre positionnel. Donc, il y a des endroits où vous pouvez spécifier le nom de paramètre. Vous pouvez accepter de pouvoir mettre le paramètre où la commande va comprendre, voilà, ce qui suit, c'est l'entrée de paramètres obligatoire de cette commande-là. Donc, si vous comprenez très bien, au lieu de taper le nom du paramètre, vous pouvez directement mettre la valeur de ce paramètre-là. Généralement, pour les paramètres qui sont obligatoires, la commande va comprendre, voilà, ce qui suit, c'est vraiment obligatoire. Donc, l'exemple. Donc, je vais faire ça pour clean mon tableau. Je fais get services, 10 paramètres. Non, par exemple, je vais prendre quoi? Je vais prendre non, ou non comme ça. Je vais star, je vais dire DSCP, star, je valide. Donc, vous voyez que j'ai tapé la commande get-service, le paramètre c'est le nom. Ensuite, la valeur de ce paramètre c'est DHCP. Ça signifie que je vais lister tous les services qui contiennent le mot DHCP. S'il y en avait 2, 3, 4, je devais voir le 4 ou les 2 exécutés. Donc, on peut rappeler la commande. Je vais juste mettre D. Je vais valider. Vous comprendrez que j'ai listé tous les services dont le nom contient la lettre D. Donc, c'est comme ça que vous pouvez faire entrer le paramètre. Maintenant, je vous avais dit qu'il y a des paramètres qui sont facultatifs lorsque vous devez le spécifier le nom de ce paramètre-là. À l'exemple, j'ai fait get-service, je mets star D star. Ça comprend automatiquement que la valeur que j'ai mis après la commande get-service, c'est la valeur qui doit être entrée dans la partie paramètre non. C'est comme ça qu'on se retrouve à ce niveau-là. Donc, on a cette sortie. On a cette sortie-là. On a cette sortie-là. Donc, en dehors de ça, quels sont les modules? Généralement, toutes les commandes sont dans le container qu'on appelle module. Donc, toutes les commandes associées à un module se retrouvent dans ce module-là. Donc, plusieurs commandes, l'association de plusieurs commandes peut se retrouver dans un seul module. Et les modules sont fournis dans le cadre d'outils de gestion des divers pro-logiciels. Elle doit être chargée dans votre session en cours. Donc, ça signifie, lorsque vous ouvrez la session, tous les modules sont chargés dans votre console. Donc, lorsque vous lancez la console PowerShell, tous les modules sont chargés dans cette console-là. Ne peut prendre en charge que les systèmes d'exploitation spécifiques. Donc, on a des modules qui sont spécifiques à un système d'exploitation bien spécifique. Et à partir de Windows PowerShell version 3.0 et les versions ultérieures, ils prennent en charge d'une manière automatisée le chargement de tous les modules vers la console. Et Windows PowerShell et Windows PowerShell Core prennent en charge les différents schémas de modules. Donc, chaque type de chaque type de PowerShell, donc que ce soit Windows PowerShell et Windows PowerShell Core, ils vont de schémas de stockage de modules qui sont différents. Et pour voir les emplacements de schémas de modules, il vous suffit de taper la variable d'environnement appelée variable INV, donc INV pour dire environnement, PS module PAF. Donc, lorsque vous tapez cette commande, lorsque vous tapez cette variable, event PowerShell, c'est quoi encore? Je vais guetter un peu. PS module, PAF, je valide. Ça me liste les emplacements où je peux trouver le module. Donc, ici, il y en a 2, il y en a 3. Donc, on a l'emplacement qui est propre à la session de l'utilisateur. Et puis, nous avons l'emplacement qui est propre à toutes les sessions de machine, ainsi de suite. Donc, en gros,
Les modules, ce sont des fichiers. Donc, vous pouvez le télécharger sur Internet. Vous allez les déposer dans les paths dont vous le voyez dans la sortie de la variable PS module path. Et lorsque vous allez lancer votre console PowerShell, ceci va se charger. Ceci va se charger dans votre session. Donc, dans la partie recherche de l'appel de commande, vous pouvez utiliser la commande get command et get help. Vous pouvez lister toutes les commandes PowerShell en tapant la commande get command et vous spécifiez le nom de la commande ou vous rajoutez le caractère générique pour lister toutes les commandes qui contiennent ce mot-là. À l'exemple, nous avons la commande get command. J'ai dit star DHCP star, je valide. Ça me liste toutes les commandes qui contiennent le mot DHCP. Ou encore, je peux faire get command. Je lui dis dans la partie nom, ça doit contenir le mot DHCP. Et ça le liste. Donc, si vous ne connaissez pas les actions, les verbes de chaque commande, vous ne connaissez pas très bien le nom, vous pouvez utiliser cette commande pour pouvoir demander à Windows PowerShell de vous le rechercher. Vous pouvez utiliser la commande aussi getHelp qui va vous permettre de pouvoir rechercher dans le fichier de l'aide aucune correspondance. S'il n'y a aucune correspondance, vous pouvez utiliser la commande getHelp qui va vous permettre de pouvoir faire des recherches. Vous pouvez aussi utiliser la commande find command pour rechercher en ligne tous les modules ou toutes les commandes qui se retrouvent dans la galerie PowerShell en ligne. Ça vous permettra de pouvoir lister les commandes que vous cherchez afin de pouvoir télécharger le module correspondant prenant en charge toutes les commandes. Ensuite, quels sont les alias? Les commandes batch familiers incluent cd, donc change directory, mkdir, make directory et ls. Ce sont en réalité des alias pour les commandes pour Windows PowerShell. Les commandes externes telles que... Mais il existe des commandes propres PowerShell qui correspondent à ces commandes. Donc, à l'exemple, la commande ping, l'équivalent en PowerShell, c'est test-net connection. La commande Windows PowerShell, les commandes Windows PowerShell ont souvent une syntaxe différente, comme nous pouvons le remarquer, c'est la partie verbe et la partie nom. Et elles ont aussi des correspondances, des alias. Donc, si on peut utiliser une petite démonstration de l'utilisation des alias. Donc, je vais lancer ma console. J'ai la commande get alias. Si j'ai dit definition, donc get alias, je lui dis par exemple cd, je valide, il va me chercher l'alias PowerShell, l'alias qui correspond à la commande change directory en PowerShell, c'est set location. Donc si je vais faire du change directory dans PowerShell, c'est la commande set location. Maintenant, ça, je suis en train de chercher à travers l'alias, je vais taper la commande, je vais chercher la commande qui correspond. Mais si il arrive que je puisse chercher l'alias qui correspond à la commande PowerShell, je taperai get alias definition, je lui dis set location, je valide, j'ai tous les alias qui correspondent à cette commande set location. Donc vous pouvez faire soit du cd, soit du chdir, soit du SL. Ensuite, nous avons la partie commande show et la partie commande add. La partie commande show commande, donc vous pouvez remplir des valeurs dans une commande via l'interface graphique en tapant la commande show commande suivie de la commande, vous validez. Il y aura une espèce d'interface graphique qui va apparaître où vous pouvez renseigner les valeurs correspondant à toutes ces paramètres. Donc, pour test, si vous faites show commande, copy-item, je valide, j'ai cette interface graphique qui apparaît où je peux compléter tous
toutes les valeurs correspondant à chaque paramètre. Donc, credential, donc ce sont tous les paramètres qui existent. Vous verrez, les paramètres se diffèrent avec ces petits signes astérisque pour dire c'est obligatoire. Comme c'est copie, je dois spécifier le schéma de là où je vais copier, la destination, je peux exclure, je peux faire tout ce que je veux, tout ce qui est demandé par le paramètre. Donc, je le ferme. Ça dépend de vous. Donc, généralement, vous pouvez l'utiliser lorsque vous ne connaissez pas très bien la structure de cette commande. Vous pouvez taper la commande show. Comme ça, vous avez une vue globale de tous les paramètres. Connaître quels sont les paramètres qui sont requis, que vous pouvez remplir avec les données des informations. Généralement, moi, je l'utilise lorsque je veux générer une petite commande qui peut m'aider à pouvoir créer un utilisateur dans l'AD. Je reprends la sortie de la commande, je l'affecte dans mon script et j'ai fait exécuter toute valeur de paramètres. En dehors de la partie, en dehors de cette commande show commande, vous pouvez utiliser des LED, donc afficher les contenus des LED de Windows PowerShell. Et vous fournissez un nom de appel de commande pour afficher des LED d'un appel de commande. Avec la commande getHelp, vous pouvez rajouter des paramètres tels que, exemple, ça vous sort les exemples utilisés pour cette commande. Vous pouvez dire complète, ça vous essaie de sortir et la description de la commande, les exemples, ainsi de suite. Vous pouvez récupérer des LED en ligne. Généralement, lorsque vous n'avez pas de LED sur votre session, si vous êtes connecté à Internet, les LED sera retiré, en fait, sera récupéré en ligne. Mais si vous n'êtes pas connecté sur Internet, LED, si vous n'avez jamais téléchargé de LED, LED va s'afficher vide. Donc, je vous recommande, si vous aurez l'habitude de pouvoir utiliser des LED dans la console PowerShell, vous devez taper la commande update LED. Parce que par défaut, les sessions ou les machines qui viennent avec Windows PowerShell ne viennent pas par défaut avec de LED. Donc, si vous êtes un habitué de PowerShell, la première fois, une fois que vous venez d'installer votre machine, vous pouvez déjà mettre à jour votre LED, votre LED. Vous pouvez sauvegarder de LED vers l'emplacement spécifique et puis aller l'importer sur une autre machine. C'est avec la commande save help. Donc, je pense aujourd'hui, c'est tout pour aujourd'hui. Nous avons notre dernière slide, c'est le quiz. Je vais devoir prendre ce quiz, je le mettrai dans la partie communauté de la chaîne. Tout le monde peut pouvoir répondre à cette question. Donc, la question, déjà, elle est simple, c'est pourquoi utiliserez-vous? Merci, à la prochaine.